Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. À la une de cette semaine, nous sommes revenus sur la convention signée entre Pierre Cohen et Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts. À l'occasion du Conseil départemental de l'éducation nationale, parents d'élèves et professeurs se sont rassemblés en début de semaine devant la préfecture pour dénoncer les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine. La future ligne de tramway en vol qui reliera l'aéroport aux arènes en 18 minutes est actuellement soumise à concertation. Retour sur la réunion de mardi dernier. La ville de Toulouse maintient Rio locaux mais s'éloigne de la thématique mexicaine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré mercredi Vincentella de Comarman, adjointe de la mairie en charge de la culture. Et enfin, à l'occasion du festival Madinasia, Vladia Marley, interprète et auteur de la pièce de théâtre Kafi, revient pour nous sur cette pièce et sur l'histoire du centre d'accueil des rapatriés d'Indochine de Sainte-Livrade. Soutenir le développement du Grand Toulouse, tel est le but de la convention signée en fin de semaine dernière entre Pierre Cohen et Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts. Un accord très important pour Toulouse et son agglomération qui constate un peu plus chaque jour le désengagement de l'État des politiques locales. L'État a été souvent en première ligne, là on s'aperçoit quand même qu'il se retire de plus en plus et il a comme levier la Caisse des dépôts qui devient un interlocuteur direct et avec lequel on a, comme je le dis, à la fois des études, des projets. Je vois par exemple le cancéropole, on est en train de réfléchir ensemble comment on va travailler sur la maison du malade. Bon, c'est quelque chose qui est assez original et qui n'est pas dans les projets classiques de construire du logement social ou de construire des modèles économiques ou des entreprises. Donc non, on a vraiment un interlocuteur avec lequel nous on a vraiment envie de travailler et la signature de la convention d'aujourd'hui est pour nous réellement un élément majeur. Une signature qui vient formaliser un partenariat qui dure. En effet, rien que pour l'année en cours, 170 millions d'euros ont été prêtés à l'agglomération pour soutenir sa politique de logement social. Un prêt qui s'inscrit dans une volonté de la part de la Caisse des dépôts d'accompagner la ville de Toulouse. Depuis 6 ans, nous avons prêté plus de 300 millions d'euros. Par ailleurs, nous sommes très actifs dans le développement économique avec les 3 pôles de compétitivité et les 5 plateformes. Nous sommes présents également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, puisque nous accompagnons le microcrédit, les aides aux chômeurs créateurs d'entreprises, les prêts d'honneur, et nous travaillons avec le maire sur plusieurs dossiers de développement économique. Le groupe public confirme donc sa volonté de soutenir Toulouse et sa communauté d'agglomération, tant en termes d'urbanisme, de logement, de transport, de développement économique et universitaire que d'innovation. Mais la Caisse des dépôts va aussi permettre de se projeter dans le futur. La Caisse des dépôts a accepté de cofinancer une étude sur quels pourraient être les développements économiques liés au territoire, puisqu'on a beaucoup parlé de transfert, de délocalisation, de départ en Chine ou en Afrique. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a, sur la base de compétences, l'aéronautique et le spatial, sur la base d'un savoir lié aux organismes de recherche et à l'université, comment on peut réellement trouver des nouvelles disciplines, des nouveaux métiers, et on voit bien que par exemple l'autonomie, la réflexion sur la façon dont on garde des personnes chez soi, en particulier liées au vieillissement, eh bien nous permettrait d'organiser entre ce qui se passe sur l'offre de santé, sur l'accompagnement, sur les responsabilités que nous avons, et donc cette étude a été cofinancée avec la Caisse des dépôts, et donc nous voyons bien qu'ils sont aussi sur des sujets d'avenir par rapport à des choses qui sont évidemment bien établies et bien fixées sur notre agglomération. À l'occasion du Conseil départemental de l'éducation nationale qui se tenait lundi après-midi, parents d'élèves et professeurs se sont rassemblés devant la préfecture pour dénoncer les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine. Une situation qui dégrade considérablement la qualité de l'enseignement. Dans le département, nous avons une situation où nous accueillerons à la rentrée prochaine 1200 élèves supplémentaires, sans aucun moyen supplémentaire pour ce faire. Et nous aurons une dégradation à côté de ça qualitative de l'enseignement, puisque nous allons perdre 20 postes et demi d'intervenants en langue vivante, nous allons perdre 14 postes dans les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, nous allons perdre une dizaine de postes dans les établissements d'enseignement spécialisé, nous allons perdre un certain nombre de postes
postes autour de la classe qui permettaient de faire du qualitatif et les effectifs dans les classes elles-mêmes vont être plus chargés puisque ces 1200 élèves, il va falloir les accueillir quelque part. Nous étions déjà dans une situation où notre département était en mauvaise position, on va dire, par rapport au taux d'encadrement des élèves, c'est-à-dire le nombre de postes pour 100 élèves. Cette situation va se dégrader. À travers ces suppressions de postes et ce manque de moyens, le personnel de l'éducation nationale, à l'instar des magistrats il y a quelques jours, met en valeur la situation préoccupante de notre pays. Aujourd'hui, au niveau de l'investissement de notre pays dans son école publique, et particulièrement dans l'éducation au niveau du premier degré, on est à la traîne des pays de l'OCDE. Le Centre d'analyse stratégique du Premier ministre lui-même, donc un organisme tout à fait officiel, dit que notre pays est le dernier pays au niveau du taux d'encadrement des élèves dans l'école primaire, le dernier pays de l'OCDE. Voilà, en termes d'encadrement des élèves. Donc nous le soulignons depuis des années, mais même les rapports officiels aujourd'hui en attestent. Une situation préoccupante pour les parents d'élèves et les personnels de l'éducation nationale, mais qui reflète la politique gouvernementale actuelle, comme nous l'explique Martine Martinel, conseiller général du canton de Toulouse 3. C'est le reflet des choix de M. Sarkozy face au service public, et puis je crois de l'incompétence de M. Châtel, qui était certes un chef d'entreprise, mais qui gère l'école de la même façon, avec un souci de rentabilité, mais en donnant finalement de mauvais résultats. Que ce soit l'enquête PISA dont on nous parle tant, ce n'est pas en faisant ainsi que l'école va devenir formatrice d'éléments de qualité, puis d'éléments heureux, équilibrés. Relier l'aéroport aux arènes en 18 minutes, tel est le but de la nouvelle ligne de tramway prévue pour début 2014. La future ligne en vol prendra donc naissance entre les stations Ancely et Cervanty de l'actuelle ligne T1 pour rejoindre l'aéroport, mais pas seulement. Sur la zone traversée par ce tracé, il y a 14 000 emplois qui sont concernés. Donc il n'y a pas que l'aéroport, il y a d'autres grandes sociétés, des grandes enseignes comme des petites d'ailleurs. Hein. C'est, je crois, entre 70 et 100 entreprises, 14 000 emplois. Donc c'est vraiment une ligne économique dans tous les sens du terme. Rapporter au coût d'investissement, desservir un aéroport, donc à la fois du tourisme mais aussi pour les passagers, les usagers de l'aéroport et aussi les salariés. Donc vous voyez, on fait d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Hein. Donc ce n'est pas qu'une desserte aéroport, hein. On dessert vraiment une zone d'emploi. Avec un trafic estimé à 9 500 voyageurs par jour pour un investissement de 48 millions d'euros, la ligne en vol participe au désenclavement de Blagnac mais oublie quelques quartiers. Voir arriver un transport en commun, c'est quelque chose de formidable, compte tenu des problèmes de circulation que nous avons aujourd'hui. 14 000 emplois, 14-15 000 emplois qui vont être desservis par cette ligne, c'est quelque chose de très positif. Ce qui est un peu négatif, parce qu'il y a toujours des aspects négatifs à un moment donné, c'est qu'il y a un certain nombre d'habitants de la ville de Blagnac qui se sentent un petit peu mis à l'écart. Et c'est en fonction du positionnement des stations qui sont prévues pour l'instant. Mais je pense que l'enquête publique, à un moment donné, va faire le jour de toutes les préoccupations et revendications de ces habitants. Ces habitants des quartiers Concorde et Lérac réclament une station supplémentaire pour bénéficier au mieux de cette nouvelle ligne. Un souhait que Joël Carreras, président de la SMAT, entend, mais qui va être compliqué à mettre en œuvre. On est devant une difficulté d'abord technique d'insertion, mais indépendamment de cette difficulté, plus on fait d'arrêts, moins la vitesse commerciale est grande, la vitesse du tramway est grande. Et donc quand on a un équipement d'agglomération, je dirais même un équipement régional, comme l'aéroport, la qualité de sa desserte est importante. Et l'attractivité du tramway, pour les passagers, il faut qu'ils aient envie de le prendre. Et pour ça, il faut qu'il aille vite. Donc rajouter des stations risque de ralentir, de dégrader sa qualité de connexion à l'aéroport. Donc c'est pourquoi, à ce stade-là, il n'est pas prévu, il n'est pas envisagé de faire une station supplémentaire. Après, c'est au réseau Tisséo de subvenir à des besoins qu'on peut identifier ici ou là. Prochaine étape, une enquête publique va débuter à l'automne 2011, le chantier à l'été 2012 pour une mise en service prévue début 2014. Moins de 48 heures après l'annonce de l'État mexicain de ne plus participer à l'année du Mexique en France, la ville de Toulouse a décidé de se retirer des événements liés à cette opération. Un désistement qui touche principalement le festival Rio Loco.
On a pris acte de la crise diplomatique qui existe aujourd'hui entre l'État français et l'État mexicain et on veut justement soutenir, sauvegarder notre festival qui est un festival populaire, qui est un festival très important dans la saison culturelle toulousaine et on veut surtout pas le fragiliser et être suspendu à une quelconque résolution de cette crise diplomatique. Une décision sage pour la municipalité, les organisateurs, mais aussi pour les artistes, comme nous l'explique Hervé Bordier, le directeur du festival. C'est toujours difficile de prendre une décision puisque ça touche en premier lieu les artistes. Et je crois qu'il y avait tout le travail qui avait été accompli depuis avant même mon arrivée, parce que moi je suis arrivé début janvier, sur cette thématique qui était l'invité, en tout cas le pays invité qui était le Mexique. Et c'est vrai que c'est toujours une position difficile à prendre. La balle est maintenant dans le camp des organisateurs à qui il ne reste que 4 mois pour imaginer et organiser une nouvelle programmation. C'est un festival dont l'essence, c'est les musiques du monde. L'édition 2011 sera aussi tournée vers les musiques du monde. L'histoire que l'on va raconter autour de ces musiques du monde, le scénario n'est pas encore tout à fait écrit aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, on sera tout à fait en mesure, dans les prochains jours, de vous livrer ce scénario. Suite aux accords de Genève sur le Vietnam signés en juillet 1954, une grande partie des ressortissants français d'Indochine durent rentrer en France. Et c'est dans d'anciens camps militaires comme celui de Sainte-Livrade-sur-Lot que furent rassemblées ces populations. Ce centre d'accueil des rapatriés d'Indochine, qui deviendra plus tard le camp d'accueil des Français d'Indochine, reste une période méconnue de l'histoire contemporaine. Et c'est ces populations dont faisait partie sa grand-mère que Vladia Marley, interprète et auteur de la pièce de théâtre Kafi, a décidé de mettre en valeur. C'est un hommage à ces femmes. Toutes ces femmes ont été très courageuses parce que la plupart, pas toutes, mais certaines ont été abandonnées par leurs maris français qui parfois avaient déjà des femmes en France. Et donc elles ont dû tout refaire, tout reconstruire au CAFI, élever leurs enfants avec une belle dignité et un grand courage. Donc c'était avant tout un hommage à ces femmes, un hommage aussi à Mémé Bock plus particulièrement. Et puis finalement, bien sûr, à tous les gens qui ont vécu au CAFI. Et bizarrement, depuis 2 ans, en fait, il y a le camp la réhabilitation du camp qui est lancée. Donc les baraquements sont rasés, et donc c'est encore plus d'actualité. Voilà, du coup, ce qui m'a fait aussi réécrire la fin. Entre-temps, Mémé Bock est morte aussi l'année dernière au mois de mai. Donc voilà, le spectacle évolue en fait aussi avec l'histoire actuelle. Une histoire racontée par Louise Nevant qui fait escale en avril 1956 au centre d'accueil des rapatriés d'Indochine dans le Lot-et-Garonne. Elle nous raconte sa vie au Vietnam, son arrivée à Sainte-Livrade et son adaptation à la France, un pays avec qui elle entretient des rapports ambigus. Elle est fière d'être française parce que quelque part c'est 2 nationalités et puis bon je m'amuse aussi avec le panneau et le jeu de mots sur le rapatrié. Qu'est-ce que c'est un rapatrié? Voilà, donc c'était aussi à la fin elle est heureuse d'être française parce qu'elle n'est plus un rat qui est patrié quoi. Vous voyez, c'est aussi ça que j'ai voulu à la fin et puis finir sur une note d'espoir parce que tous ces gens-là sont des gens qui s'en sont sortis. Une note d'espoir voulue par l'auteur pour qui cette pièce représente énormément. CAFI c'est ma plus grosse peur parce qu'il ne faut pas décevoir les gens du CAFI. C'est avant tout pour eux que j'ai écrit cette pièce, donc j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. C'est la première fois que j'écris, et donc voilà, c'est 2 grosses peurs énormes. C'était vraiment l'inconnu total. Et à la fin, quand je salue et qu'il y a quelques personnes du CAFI qui écrivent merci Vladia, voilà, c'est sûr que c'est très 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 fort. Voilà, je pense que c'est des moments très forts que je suis heureuse d'avoir vécu, voilà, en écrivant cette histoire. Voilà. À noter que Vladia Marley joue qu'une fois à Toulouse dans le cadre du festival Madinasia. C'est vendredi à 20h30 et c'est au centre culturel des Mazades.